aussi, on aura notre vengeance. Bon, c'est enregistré, hein, ce que tu veux dire, mais c'était en 1973. C'était la question sur Zaya. Nous assistons aujourd'hui en France à une multiplication des grèves et des actions de la part de la classe ouvrière, comme par exemple ces employés qui menaçaient de faire exploser leur propre usine. Pourquoi n'y a-t-il pas un regroupement de l'ensemble de ces ouvriers pour former un mouvement de grève générale et par conséquent la possibilité de pouvoir peser politiquement? Est-ce un problème de conscience de classe ou est-ce que ce sont les syndicats contrôlés par le système qui empêchent cette union par tous les moyens? Quand on voit l'histoire du mouvement ouvrier et l'histoire du mouvement syndical depuis ces 30 dernières années, on voit que déjà la condition ouvrière a changé puisque les couches moyennes, les cols blancs, etc., on a les services, enfin on a affaibli terriblement la classe ouvrière par le tertiaire et par la délocalisation. Dans le même temps, il y a eu toute une progressive cooptation des syndicats par le pouvoir. Ça a commencé par Force ouvrière, puis la CFDT et maintenant la CGT de Thibault. Hein. Donc il y a une soumission des syndicats, une baisse de la conscience de classe ouvrière, une baisse de la réalité ouvrière avec la délocalisation et l'émergence des services et du tertiaire, etc. Donc on a un monde du salariat, en réalité, du petit salariat très affaibli, très atomisé, trahi par des syndicats qui d'ailleurs ne représentent que 7% des salariés, il faut le savoir, et qui de toute façon, jusqu'à la CGT, ont passé des accords au niveau européen dans une logique qui s'appelle ce grand syndicat européen qui est en train d'être créé sous contrôle de l'UE, et qui a une espèce de partenariat, genre on discute sur les augmentations de salaire. C'est Thibault d'ailleurs qui... Oui, Thibault serait pressenti pour être le premier représentant de ce syndicat européen global. Donc effectivement, on a tous ces facteurs qui font qu'aujourd'hui, si on avait de toute façon supprimé la manif unitaire du 1er mai depuis longtemps, c'est parce qu'ils n'arrivaient plus à mettre autant de gens dans la rue qu'avant. Il y a une période d'énorme souffrance du monde du travail et de grande faiblesse politique pour se défendre. C'est une réalité objective, c'est la victoire d'un gros travail qu'a fait le capital pour affaiblir le monde du travail dans son unité, dans ses capacités de défense, ce qui se traduit par beaucoup de névrose, de colère, etc. Et on est dans une situation aujourd'hui qui ressemble aux années 1900, quand il y avait les périodes des anarchistes, où les mecs mettaient des bombes, parce qu'il n'y avait aucun espoir de révolution, puisque 1848 avait échoué, les années 1870 avaient aggravé la condition, et on était dans une période la période anarchiste, c'est pas rien, ça, où les types, la solution à la violence bourgeoise était la bombe, voilà. Et ça ressemble un peu, les mecs maintenant veulent faire sauter leurs usines, etc., parce qu'ils n'y arrivent pas, parce que même la grève aujourd'hui n'est même plus un outil très violent pour l'ouvrier, c'est valable que dans les services publics qui sont en train d'être démantelés, parce que la délocalisation, c'est que l'ouvrier ne peut même plus menacer de ne pas travailler, on lui menace de lui retirer son travail, de toute façon. Parce que de toute façon, il est délocalisé. Je veux dire, il va faire la grève, quoi. Il est chômeur. La grève de chômeur, ça ne gêne personne. Donc de toute façon, on lui dit, sois déjà content de ne pas être chômeur. De toute façon, si tu pètes de travers, on te délocalise. Et aujourd'hui, les types qui veulent faire péter leurs usines, c'est plus comme... La grève générale, c'était un moyen, et c'était l'espoir du syndicalisme révolutionnaire, de mettre la bourgeoisie à bas, parce que si le prolétaire français ne travaillait pas, la bourgeoisie était complètement émasculé de ses moyens de rente. Mais aujourd'hui que le capitalisme est financier et mondialisé, l'ouvrier français, il a juste à supplier qu'on daigne ne pas lui supprimer son travail, puisque de toute façon, son boulot peut être fait demain par un autre moins cher que lui ailleurs. Voilà, tout a été mis en place pour que ce soit possible. Donc la seule chose qu'a l'ouvrier aujourd'hui, c'est l'action violente, le recours aux médias, et quelque part à la commisération du public, c'est-à-dire qu'on dit comme les Conti par exemple. Oh, c'est dégueulasse, oui bien sûr. Ouais. Et puis le représentant des Conti, il est bien gentil, mais au niveau politique, c'est pas une fusée. Hein. Je crois qu'il sort un discours en gros qui est un discours NPA écolo, quoi. Hein. Je veux dire, quand on le laisse parler. Donc il a sa colère, il a très peu de conscience politique, très facilement manipulable, parce qu'on a beaucoup joué sur les vedettes individuelles à l'époque, on a cassé les syndicats, on a fait ça avec les routiers au début. On mettait le truc du mec hors syndicat, tu sais, c'est-à-dire que tout aujourd'hui concourt à... Enfin, il y a eu un travail qui a fait pendant 20 ans, où les syndicats sont collabos et affaiblis, on a monté des gars hors syndicat pour encore affaiblir un peu plus, les travailleurs n'ont plus de menaces à faire peser sur le capital, les travailleurs français, parce que de toute façon, leur force de travail ne vaut plus rien sur le marché du travail, c'est-à-dire ça serait presque aujourd'hui à l'État
d'accepter par charité publique et par solidarité sociale de faire semblant d'accepter d'acheter la force de travail du travailleur alors qu'on n'en a plus besoin. C'est-à-dire qu'on va vers une société du RNI généralisé, en gros, parce que la délocalisation est à chaque fois la réponse. Et d'ailleurs, je le redis, les mecs ils gueulent non pas parce qu'on ne leur augmente pas leur salaire et ils ne menacent pas de faire une grève, ils menacent de faire péter une usine parce que le propriétaire de l'usine est en train de la vider entièrement pendant le week-end pour délocaliser. Voilà. Et donc on est dans une situation de tragédie ouvrière et d'impuissance ouvrière qui ressemble au climat anarchiste des années 1900. C'est pas très bon signe. Le seul espoir, c'est que cette condition ouvrière, c'est la même, de mise au chômage et de paupérisation, c'est la même condition aujourd'hui qui est appliquée aux classes moyennes et à de plus en plus de cadres, de col blanc. Donc on peut espérer aujourd'hui que le salut du mouvement ouvrier ne vienne pas du mouvement ouvrier tout seul, mais du fait qu'à un moment donné, il opère la jonction avec la classe moyenne, ce qui a toujours été la terreur du capital en réalité depuis toujours, la jonction classe moyenne-prolétariat, et que l'espoir révolutionnaire ou l'espoir de bras de fer social contre le capital ne peut passer aujourd'hui, c'est certain, que par une alliance classe moyenne et petit salariat. Hein. Et ça oblige à réviser toute la lecture, tout le catéchisme socialo-marxiste d'Arlette Laguillet et des syndicats. Parce que l'alliance classe moyenne prolétariat, historiquement, c'est considéré comme fasciste. Hein. Voilà. Mais pourtant, objectivement, n'importe quel économiste sérieux et analyste politique sérieux le sait et le dira, c'est la seule solution pour que le capital puisse être vaincu par le travail et que le travail puisse reprendre un peu la main par rapport à la puissance du capital mondialisé et financier, c'est cette union sacrée classe moyenne prolétariat, et cette union sacrée classe moyenne prolétariat, c'est appelé par les ennemis de droite et de gauche, c'est-à-dire par le capital et les professionnels du syndicalisme, c'est appelé comme, c'est qualifié d'expérience fasciste. Donc il va falloir se poser la question, si on accepte d'être fasciste, selon ce que dit la droite du capital et la gauche traître des syndicales, où est-ce qu'il va falloir renoncer à la victoire du travail, et est-ce qu'il va falloir accepter la soumission totale du travail face au capital pour ne pas se voir traité de fasciste. Voilà, parce qu'en gros, c'est ça, comment dirais-je, le contexte de demain. Mais justement, est-ce que les syndicats n'empêchent pas cette jonction entre la classe moyenne et les petits salariés ? Eh bien, évidemment oui, par tous les moyens. C'est presque aujourd'hui leur fonction et leur travail. C'est d'empêcher cette jonction. C'est le discours d'Arlette Laguillet, travailleur, patron. C'est la phrase comment il s'appelle, de François Hollande qui dit « Je n'aime pas les riches ». Et en faisant ça, il montre du doigt un type qui gagne 4 000 €. C'est-à-dire qu'il gagne 10 fois moins que lui, parce que lui et sa femme, ils gagnaient 40 000 €, je crois, par mois, sans ce qu'on sait. Officiel, hein. Il y a ce qu'on ne sait pas. Mais tout le travail de la gauche officielle aujourd'hui, c'est de montrer comme riche le petit patron, l'artisan et le commerçant, qui est la vache à lait de la fiscalité française, et de cacher effectivement les vrais riches. Donc effectivement, toute cette mascarade aujourd'hui, elle est là. Le rôle des syndicats, effectivement, est d'empêcher par tous les moyens la vraie jonction révolutionnaire de la petite bourgeoisie et des salariés et des petits salariés. Hein. Parce que dans les grands salariés, on peut mettre, comment dirais-je, les technogestionnaires du capital. Il ne faut pas oublier que dans le salariat, Alain Minc est un salarié, enfin, comment il s'appelait, Messier était un salarié. Vous voyez, donc voilà, on parle des petits salariés. Hein. Petits salariés, petits patrons, c'est les pauvres et les travailleurs. Contre eux, ils ont les grands patrons et les grands salariés, qui sont l'actionnaire et le technogestionnaire de la société par action. Et tout ça demande de faire une relecture marxiste, une réactualisation des rapports de classe et de la lutte des classes. Et un des boulots des syndicats de l'extrême gauche et de même d'une certaine ultra-gauche, c'est d'empêcher la modernisation de cette lecture, et leurs catégories obsolètes sont objectivement au service du capital. Je vous dis, c'est la phrase Arlette, patron, travailleur. Hein, ça ne veut aujourd'hui plus rien dire, parce que beaucoup de patrons sont des travailleurs quand ils sont issus de la classe moyenne, et pas mal de travailleurs sont des complices des rentiers et des petits rentiers de la Sistana totale quand ils sont des professionnels du syndicalisme, des professionnels du chômage et des RMistes volontaires. Hein. Donc c'est pour ça que un des travaux qu'on fait à ER, que je fais moi, et que font très peu de gens aujourd'hui, parce que c'est un travail presque subversif et dangereux, c'est de dire, il y a toujours de la lutte des classes, mais il faut entièrement la redéfinir. Hein.
puisque les deux réponses c'était celle-là, c'est-à-dire la lutte des classes n'existe plus, qui est la phrase du Parti Socialiste en gros. Hein. La lutte des classes n'a jamais existé, ça c'est la droite classique. Et Arlette qui dit si la lutte des classes c'est le patron contre le travailleur. Tous ces gens-là participent du même mensonge. La lutte des classes existe, elle n'a jamais été aussi violente, et elle est d'autant plus violente qu'on la conceptualise mal. Voilà. Donc, je le redis, la lutte des classes aujourd'hui, c'est les petits salariés et les petits patrons unis contre le grand capital et le grand salariat. C'est-à-dire l'hyperclasse et la sous-classe unis contre la classe moyenne et le prolétariat au sens marxiste du terme, c'est-à-dire col bleu, petit col blanc. Prolétariat, il faut revoir la définition marxiste du prolétariat. C'est pas juste ça ne veut pas dire un travailleur manuel du secteur primaire et secondaire. C'est plus subtil que ça comme définition. Le 25 avril dernier, le grand rabbin de France, Gilles Bernheim, s'est rendu à Vichy à l'occasion de la journée des déportés pour nous rappeler ce qui s'est passé sous le régime de Pétain, pendant lequel un quart des Juifs ont été arrêtés, dénoncés et déportés. Il a à cette occasion réaffirmé l'importance du devoir de mémoire lors de cette commémoration. Qu'en pensez-vous et avez-vous commémoré Alain Soral ? Déjà, ça me fait marrer que, comme disait Dieudonné, ça serait difficile d'oublier. Parce que je veux dire, 60 ans après les faits, ce qui est marrant, c'est que le rappel devient quasi quotidien. Il y a 30 ans, on le rappelait beaucoup moins. Donc c'est normal, plus ça s'éloigne, plus il faut le rappeler sans doute. Voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est quand même que le rabbin Bernheim, qui co-signe des textes assez étranges avec Finkielkraut, qu'il faudrait lire. Mais ce qui est intéressant, c'est que le rabbin Bernheim est allé à Vichy pour nous rappeler quelque chose que savent tous les érudits, les historiens, etc., c'est qu'effectivement, 3/4 des Juifs, en réalité c'est 85%, mais ne chipotons pas sur les chiffres, pas d'histoire de détails, ça veut dire qu'il a rappelé que les 3/4 des Juifs avaient échappé à la déportation grâce au peuple de France, malgré les lois anti-juives, effectivement votées par le gouvernement collaborationniste. Et donc ce qu'il faut rappeler, c'est que s'il y avait un gouvernement collaborationniste en France, c'est que la France a fait une guerre à l'Allemagne qu'elle a perdue, elle a signé l'armistice, et que comme tout le monde ne pouvait pas partir à Londres, parce qu'il y a quand même 40 millions de gens en France et que c'est un pays, il y a eu une continuité, c'est-à-dire un gouvernement qui a assumé la tâche de gérer la France, notamment via un corps de fonctionnaires, et avec une pression d'un vainqueur et d'un occupant qui était l'Allemagne nazie. Et il apparaît aujourd'hui de plus en plus que le gouvernement de Vichy a fait ce qu'il a pu, malgré la défaite et la pression, pour protéger les Juifs de France. Et que c'est pour ça que la France est le pays de tous les pays d'Europe, je crois excepté la Bulgarie pour des raisons qui n'ont rien à voir, et de pays d'Europe est de très loin celui où les Juifs ont été le moins déportés. C'est-à-dire que la réalité des chiffres, c'est que 85% des Juifs de France ont échappé à la déportation grâce quand même à cette espèce de bouclier qui a été le gouvernement de Vichy. C'est admis par des grands historiens comme Caspi, c'était déjà admis par Raymond Aron, et aujourd'hui le grand rabbin l'admet enfin. C'est-à-dire rend enfin justice au peuple de France, qui a été quand même insulté et diffamé depuis 60 ans comme peuple globalement collabo, alors qu'il est dans son immense majorité résistant et protecteur de Juifs, puisque le chiffre du rabbin c'est 3/4 et le chiffre réel c'est 85%. Donc ce que je vois, c'est qu'on a insulté les Français au nom de 15% de gens qui méritaient de l'être. Voilà. Donc justice est rendue aujourd'hui. Alors la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi cette justice qui est rendue au peuple de France à travers quelque part une nuance sur ce qu'a été le gouvernement de Vichy et le gouvernement Pétain. Le rabbin Bernheim d'ailleurs nous rappelle, chose très symbolique, que sa belle-mère et toute la famille de sa femme, c'est-à-dire 15 personnes, ont été protégées à Vichy même, c'est-à-dire dans la ville, dans la capitale du gouvernement collaborationniste, durant toute la durée de la guerre par des Français. Donc tout ça est hautement symbolique. Alors la question c'est pourquoi 60 ans après, le rabbin Bernheim, qui sait tout ça depuis toujours, daigne-t-il le dire publiquement, hein? C'est ça la question. Pourquoi ce qui était su par tous les érudits, juifs et non-juifs depuis des années, aujourd'hui, enfin on ose rendre justice au peuple français sur son attitude pendant la guerre? Il est évident que tout ça est lié à un contexte général français en ce moment, c'est-à-dire que ça consiste, tout en culpabilisant toujours, parce que la culpabilité et la culpabilisation est une rente symbolique évidente, ça consiste quand même à tendre la main à une certaine France catholique à travers un discours nuancé sur Pétain, parce que pourquoi? Parce qu'une certaine communauté organisée aujourd'hui a retourné ses alliances, et que si on veut bien que le français chrétien accepte de participer à la ratonnade anti-musulmane de demain, il va falloir quand même arrêter un peu de l'insulter. Donc aujourd'hui je pense que la justice est rendue
à la France chrétienne des années 40 par le rabbin Bernheim, non pas parce que la vérité lui est venue, mais parce qu'on a besoin, cette communauté organisée a besoin, représentée par le CRIF, hein, je parle de communauté organisée, je ne parle pas des juifs à qui on n'a rien demandé, qui s'en foutent et qui n'y sont pour rien, mais cette communauté organisée a besoin aujourd'hui de tendre la main aux Gaulois chrétiens, et en le flattant un peu, et en arrêtant de l'insulter, de le diffamer, honteusement, pour qu'il accepte de participer à la lutte anti-musulmane, à l'anti-islamisme général, qui vaut à Zemmour d'être toute la journée dans les médias, et qui vaut d'ailleurs à Le Pen de pouvoir enfin dire ce qu'il a toujours dit sur Pétain, parce qu'il a quand même dit l'autre jour à l'émission RTL, machin, tout le monde a gueulé, mais il a fait que répéter ce qu'avait dit le grand rabbin le jour même. Ce qui est marrant, c'est que quand c'est De Gaulle qui le dit, De Gaulle, lapsus révélateur, quand c'est Le Pen qui le dit, c'est quand même insupportable. Ça ne peut être dit que par un rabbin, en gros, cette vérité. Hein, voilà. Mais il y a quand même un contexte français qui évolue très vite et très fort en ce moment, qui est une inversion d'alliance, où aujourd'hui c'est fini les parrains de l'antiracisme, parrains au sens mafieux du terme d'ailleurs, hein, qui montaient les franco-maghrébins musulmans contre les Français de souche, et vice-versa, hein, c'est-à-dire qui montraient qu'on était des ignobles collabos, colons, etc. Aujourd'hui il y a réhabilitation, il y a comment dirais-je, pas nostalgie, mélancolie française sur l'Empire français, hein, ça veut dire ce que ça veut dire, mélancolie de l'Empire autorisé par Zemmour, comment dirais-je, main tendue, pas bras tendu, excusez-moi, main tendue au régime de Vichy par le rabbin Bernheim, réconciliation avec le peuple de France qu'on arrête d'injurier. Pourquoi? C'est pas le triomphe de la vérité, de l'honnêteté et la fraternité avec les Français, c'est qu'il y a encore un bouc émissaire caché derrière, et il y a encore un mec qui doit payer l'addition, et il y a encore un type qui doit passer à la casserole. C'est pas une réconciliation globale. Tout ça sur le dos comment dirais-je, de l'islamo-bamboula. Voilà, c'est ça qui est tragique. Ça a beaucoup à voir sans doute, même si c'est peut-être un hasard, avec les intérêts d'Israël et avec ce qui se passe voilà, au Moyen-Orient. Concernant d'ailleurs cette communauté musulmane, il est important de rappeler qu'un vigile d'origine arabe a été tué à Bobigny par 6 jeunes de confession juive, et le traitement minimal de cette affaire sur le plan politico-médiatique a suscité une grande colère de la part des musulmans français, notamment par les propos de Gilles Bernheim qui soutenait que ce vigile aurait tenu des propos antisémites. Ce qui est dégueulasse, c'est qu'évidemment on ne sait pas si ce vigile a insulté, a tenu des propos antisémites. C'est une fois de plus une dégueulasserie de le sous-entendre. Au départ, c'est un vigile dans un bricot, je sais pas quoi, un commerce de bricolage, grande surface, qui est là, et je crois qu'il y a un couple de personnes qui veulent rentrer alors que c'est la fermeture, il est 19h et qu'on peut plus rentrer. Il y a une altercation donc, qui est qui n'a rien de religieux ou de communautaire au départ. Peut-être que les injures fusent, mais personne n'est là pour le savoir. Donc le rabbin Bernheim non plus, donc il ferait mieux de se taire sur ce sujet-là, parce que les caméras de surveillance, soi-disant, étaient malheureusement en réparation, donc on ne saura jamais, parce que c'est à chaque fois qu'il y a des choses comme ça, que ce soit la mort de Lady Di ou d'un pauvre vigile, les caméras qui devraient être là et permettre de voir, bah, elles sont en réparation. C'est pas de chance, c'est toujours comme ça, comme pour le Pentagone, il n'y a pas une caméra non plus pour qu'on voit si réellement il y a eu avion, voilà, c'est intéressant. Donc, ce qui est dégueulasse, c'est de dire, en gros, que ce type-là aurait tenu des propos antisémites, hein, ce qui est c'est probablement faux. Ce qui est certain, c'est qu'après cette altercation, ce couple, je crois, est revenu avec 4 autres personnes juives comme eux, de même confession, et qu'ils l'ont, je crois, d'après l'enquête, tasé et noyé, et que le type est mort. Et ce qui est étrange, c'est que si ça avait été un vigile maghrébin tué par des voyous français, imaginons même avec le crâne rasé, le lendemain, ça aurait fait la une de tous les médias, hein, crime raciste, etc. C'est classique. Si, en plus, ça avait été un vigile juif, tué par 6 Gaulois, ça aurait été, alors là, le ministre, le président de la République, l'affaire qui recommence du RER, du machin, enfin, toutes ces affaires, Halimi, etc., on en aurait eu pour une semaine. Hein. Là, il n'y a rien eu. Le lendemain, alors qu'on s'attendait à ce qu'on en parle à l'ouverture du journal, on a eu droit à l'agression de Grenoble, où c'était un petit Français poignardé par un voyou, sans doute, d'origine immigrée. Donc, et là, ça révèle quand même quelque chose, c'est que il y a quand même un lien entre l'appartenance communautaire et la réaction des médias. Ça, il faut être idiot ou très très trouillard pour ne pas oser l'admettre.
La non-médiatisation de ce vigile maghrébin de confession musulmane tué par 6 juifs quand même nous permet de nous poser des questions sur une certaine domination communautaire des médias et du traitement médiatique. Et avec toujours la question du deux poids deux mesures, de l'instrumentalisation, et surtout de la stratégie de la tension. Parce que moi je serais d'accord pour qu'on minimise ce genre de fait, parce que ça crée des tensions communautaires. Mais à ce moment-là, qu'on le fasse pour tout le monde, et pour l'affaire Halimi, qui est un truc crapuleux, mais qui n'est pas, comment dirais-je, symptomatique d'une situation sociale en France générale. C'est très très maladroit, malhonnête et dangereux de faire mousser ce genre d'affaires et d'en faire des affaires symboliques, politiques, générales. On devrait le faire pour tout le monde, de minimiser. Il y a derrière une stratégie de l'attention orchestrée chaque fois qu'elle peut nuire. D'abord, avant c'était aux Français de souche, et maintenant c'est surtout d'ailleurs aux Français d'origine immigrée, d'origine du Maghreb et de confession musulmane. Donc tout ça est très malsain et très dangereux. En dernière instance, tout ça, qui n'intéresse qu'une petite élite, va avoir un effet très préjudiciable sur l'immense majorité des Juifs qui n'ont rien demandé. Pourquoi aller foutre les Juifs dans la merde pour des histoires de fantasmes de domination religieuse ou d'ultrasionisme, voilà, qui sont contraires à la fraternité française, voilà, et aux intérêts des citoyens juifs en dernière instance. Voilà. C'est ce que je dis depuis le début, c'est volontairement mal compris, non pas par les juifs moyens qui n'ont jamais demandé leur avis, mais par les élites communautaires. Mais je pense que le message passe de mieux en mieux, devient de plus en plus crédible, et beaucoup aujourd'hui de juifs me disent c'est vrai que tu as raison, il est même de notre intérêt d'être d'accord avec toi. Voilà. Parce que c'est ce que je dis en dernier instant, il est de votre intérêt de rejoindre égalité et réconciliation. Par ailleurs, le CRIF a protesté contre le texte européen l'appel à la raison, un texte qui critique la politique israélienne. On retrouve d'ailleurs parmi les signataires BHL et le philosophe Finkielkraut, qui donc sont signataires de ce texte. Est-ce que selon vous, il y a une division au sein de la communauté juive concernant la question israélienne? C'est évident, il y en a toujours eu d'ailleurs. Mais sur ce texte, moi déjà, quand je sais que Bernard Lévy signe un truc, ça sent déjà pas bon. C'est pas... voilà, en fait, le problème, c'est la défense d'Israël, quoi. C'est-à-dire, de la gestion d'image. Alors, comment, moi, je peux dire que ce texte n'a aucun intérêt? C'est que si ces gens-là avaient lancé une pétition pour dire qu'il faut qu'il y ait un État multiconfessionnel en Palestine, même en Israël-Palestine, on peut appeler ça comme on veut, un État multiconfessionnel, comme le Liban, etc. Je me dis, bon, c'est des hommes de bonne volonté, c'est parce que c'est la seule solution, vu qu'il peut pas, il y a qu'un seul territoire, il y a deux peuples sur un seul territoire, il faut qu'ils cohabitent, sinon il y en a un qui chasse l'autre, bon, voilà, c'est la donnée actuelle. Voilà. Dès lors que ce texte, je l'ai lu, et encore sur la fiction mensongère de deux États, c'est un texte d'escroc. Au moment où Bernard-Henri Lévy et les autres veulent qu'il y ait un État palestinien, qu'il y ait deux États, ils savent très bien que jour après jour, tout a déjà été fait, c'est déjà trop tard, pour qu'il puisse y avoir un État palestinien, il n'y a pas de continuité territoriale, il y a Gaza, il y a la Cisjordanie, et d'ailleurs Yvan Attal, en bon sioniste ultra, l'avait bien dit, il ne peut pas y avoir d'État palestinien, c'est un non-sens, il suffit de regarder la carte, etc. Ce que je voulais dire, c'est que les sionistes avaient tout fait, effectivement, pour que ce soit impossible. Donc, l'homme honnête, c'est celui qui dit un État multiconfessionnel. Ce qui est l'homme honnête des deux côtés d'ailleurs, parce que aujourd'hui, il y a des tas d'Israéliens qui sont nés là-bas, qui n'ont rien demandé. Il est évident qu'ils sont nés là-bas, c'est leur pays, ils y ont vécu. Bon, sauf si on est sur un discours anticolonial, ultra-violent, de purification ethnique à l'envers, etc., qui d'ailleurs pourrait rejoindre un certain discours FLN, hein, sur des types qu'on chasse alors qu'ils sont là depuis 4 générations, ils ont bossé, ils ont relevé leurs manches, ils y ont cru, etc., ils ont développé le pays. Voilà, donc la solution, c'est à un moment donné la réconciliation nationale, une fois de plus, et un État multiconfessionnel, voilà, c'est pas la valise ou le cercueil. Or, en ce moment, la valise ou le cercueil, c'est le discours dominant, sioniste, dur, et par contre-coup, le discours dominant de la résistance palestinienne, radicalisée à juste titre. Voilà. Donc, les hommes de paix sont ceux qui sont pour un État multiconfessionnel. Les autres, ils assument leur position. Là, ce que je vois, c'est que cette fausse polémique à l'intérieur de la communauté, à mon avis, c'est du théâtre, parce que ce qui met réellement en danger le sionisme, et ce que les sionistes authentiques ne supportent pas, c'est qu'on leur propose une solution par un seul État multiconfessionnel.